Je ne veux juste pas que tu l'embarrasses à nouveau, maman. C'est ce que Peter a dit, juste devant l'entrée de l'auditorium. Les parents entraient avec des fleurs et des appareils photo. La musique jouait déjà à l'intérieur. J'avais fait 11 heures de train la veille, j'avais séjourné dans un motel qui sentait l'eau de Javel et la solitude, et j'avais acheté une nouvelle robe bleu marine parce que Marie avait dit qu'elle avait l'air digne. Mais il n'a fallu que cette phrase. Peter ne me regardait même pas correctement. Il ajustait juste sa cravate, se balançant d'un pied sur l'autre comme s'il était déjà gêné d'être vu avec moi. Tu sais comment c'est, ajouta-t-il. Comme si je le savais, comme si j'étais le genre de femme à faire une scène. Evan veut que ce soit sa journée, entouré de ses amis. Ne laissons pas ça tourner à toi. Je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas supplié, je n'ai pas dit ce que je voulais dire, c'est-à-dire, je t'ai élevé. Je me suis assis aux urgences avec toi. J'ai signé les chèques qui ont payé cette journée. J'ai juste hoché la tête. Ce petit hochement de tête défaitiste que les gens font quand ils sont trop fatigués pour se battre. Et je me suis retournée. Mes talons ont claqué. Vers le parking où ma Corolla de location m'attendait. Je ne savais même pas si Evan m'avait vu. J'en doute. Il était probablement dans les coulisses avec ses amis, en train d'ajuster sa robe, souriant. Pour l'objectif de quelqu'un d'autre. Je me demande s'il savait que je viendrais ou s'il avait dit à Peter de ne pas m'inviter. De retour dans la voiture, je suis restée assise un long moment. Sans pleurer. Juste à respirer. J'ai remis l'enveloppe avec le chèque dans mon sac à main. 90 000 $. Un fonds pour mes études supérieures que je faisais fructifier depuis 13 ans. Non pas parce qu'on me l'a demandé. Mais parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? C'est ce que font les grands-mères. Elles anticipent. Elles économisent ce qu'elles peuvent. Elles imaginent l'avenir de quelqu'un d'autre plus radieux que le leur. L'état de la chambre de motel ne s'était pas amélioré. Du jour au lendemain. L'eau de Javel persistait. J'ai remis la robe sur le cintre, lissé ses épaules, me suis assise. Au bord du lit, et fixé l'écran blanc de la télévision. On a frappé à la porte à 20h32. Service en chambre. Je n'avais rien commandé. Le garçon qui se tenait là portait le même uniforme bordeaux que les autres. Il tenait une petite boîte en carton avec des félicitations écrites sur le côté en paillettes. Cupcakes. Probablement destinés à un autre client. Désolé, ai-je dit. Il avait l'air perplexe. Vous n'êtes pas la chambre 207. Je suis la 209. Oh, c'est de ma faute. Il baissa les yeux vers la boîte. Puis me regarda de nouveau. Tu les veux quand même. Ils les jetteront. J'ai pris la boîte, non pas parce que je voulais des cupcakes. Parce que j'avais besoin de tenir quelque chose. Cette nuit-là, je suis restée au lit et j'ai fixé le plafond. J'ai pensé à Evan bébé. Je le berçais dans une couverture que j'avais tricotée moi-même. Il avait des coliques. Peter n'avait jamais le temps de le nourrir à minuit. Il disait toujours qu'il avait des réunions tôt le matin. C'était toujours moi qui veillais. Moi qui le conduisais chez l'orthophoniste. Moi qui payais ce nouvel appareil dentaire. Moi qui allais aux réunions parents-professeurs quand Peter ne pouvait pas sortir du travail. Je me demande quand j'ai cessé d'être vue ou. Peut-être que je n'étais jamais vue. Peut-être étais-je juste utile jusqu'à ce que je devienne gênante. Le matin, je me suis réveillée à 5h47. Pas besoin de réveil. Les vieilles femmes ne dorment pas beaucoup. On se lève quand le corps le dit. Je me suis habillée en silence, j'ai tiré ma valise jusqu'à la voiture et j'ai démarré. Wilmington était encore sombre, le soleil effleurant à peine le ciel. Je me suis arrêtée une fois. Un bureau FedEx près de l'autoroute.
Vide, à l'exception d'un homme derrière le comptoir, les écouteurs sur les oreilles. J'ai demandé une enveloppe, j'y ai glissé le chèque et j'ai écrit « Retour à la fiducie, au recto ». C'était comme si c'était définitif, comme tirer le rideau sur une pièce de théâtre que personne n'est venu voir. À midi, j'étais de retour à la maison. Même Porsche blanc, même carrelage irrégulier dans l'allée. J'ai laissé la valise à l'intérieur et me suis servi une tasse de café instantané, le moins cher. Ça avait un goût de routine. Le téléphone a sonné vers 13 heures. Un SMS de Marie. Tu es arrivé à la cérémonie d'Evan. J'espère qu'il t'a donné la place que j'ai demandé à Peter de garder. J'ai regardé le message, je l'ai tapé, effacé, retapé. Puis je l'ai finalement envoyé. Je me suis retournée à la porte, mais j'ai rendu le cadeau. Quelqu'un d'autre en aura plus besoin. Marie n'a pas répondu pendant un moment. Quand elle l'a fait, ce n'était qu'une ligne. J'arrive. J'ai regardé l'heure. 13h07, je ne me suis pas levée. Je n'ai pas rangé le salon ni redressé les oreillers. J'ai laissé la maison comme d'habitude. Calme. Habité. Honnête. Il n'y avait plus rien à faire. Marie est arrivée sans frapper. Elle ne frappe jamais. Elle s'est simplement laissée entrer comme elle le faisait à 12 ans. Et j'étais le seul endroit où elle pouvait aller sans se faire passer pour quelqu'un d'autre. Grand-mère, dit-elle doucement, debout dans l'embrasure de la porte, son sac fourre-tout glissant de son épaule. Ça va. J'ai hoché la tête. Même si je ne savais plus trop ce que ce mot signifiait. Marie s'est assise à la table de la cuisine et a regardé autour d'elle comme si la pièce essayait de lui dire quelque chose. Peut-être. Peut-être le silence, les plans de travail nus. La seule tasse sale dans l'évier. Peut-être que tout cela murmurait ce que je ne disais pas à voix haute. J'aurais dû m'en douter, dit-elle. Papa n'aurait pas gardé de place. Il ne le fait jamais. Je ne voulais pas parler de Peter. Pas encore. Pas tant que mon corps semblait encore nettoyé de l'intérieur. Au lieu de cela, je lui ai demandé si elle voulait du thé. Elle a dit oui. Je l'ai préparé à l'ancienne. Bouilloire sur le feu, pas au micro-ondes. Elle a attendu en silence. C'était une des caractéristiques de Marie. Elle savait rester immobile, ne pas remplir le silence de bruit. Quand je lui ai tendu la tasse, elle l'a prise à 2 mains, comme toujours. Evan était content, au moins, demanda-t-elle. Je ne sais pas, répondis-je. Je ne l'ai pas vu. Elle fronça les sourcils. Tu veux dire que tu n'es pas entré du tout? Je secouai la tête. Ton père m'a retrouvé devant. Il m'a demandé de ne pas entrer. Il a dit que ça pourrait gêner Evan. Marie inspira brusquement. Comme si ces mots l'avaient frappée. L'embarrasser pourquoi? Pour être aimé. Il ne voulait pas de scène, dis-je en essayant. D'avoir l'air raisonnable, même si chaque syllabe me grattait la gorge. Il disait qu'Evan voulait que ce soit son jour. Marie repoussa la tasse et fixa la fenêtre au-dessus du lavabo. Tu ne lui as même pas donné le chèque. Je l'ai renvoyé, dis-je, sur le compte en fiducie. Elle me regarda. Vraiment? J'acquiesçai. Quelqu'un d'autre l'utilisera. Quelqu'un qui pense encore que la gentillesse est un privilège, pas une nuisance. Nous restâmes assis ainsi un moment. La vieille horloge tic-tac derrière nous, ses articulations blanches au bord de la table. Je suis désolée, dit-elle finalement. Pour eux. Tu n'es pas eux, dis-je simplement. Ses yeux s'adoucirent. Tu veux que je parle à papa? Non. Mais. Non, Marie. Je l'ai regardé. Alors, ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas quelque chose qu'il expliquera plus tard. C'est qui il est maintenant. Il a été clair. Je me suis levée,
je me suis dirigé vers le tiroir où je range les dossiers. J'ai sorti celui qui était intitulé Peter. Il était épais, inégal, plein de documents. Je l'ai posé sur la table. Marie m'a regardé l'ouvrir et commencé à trier. J'ai sorti les reçus, le prêt auto que j'avais cosigné, les paiements pour l'école privée, la période où j'ai payé son prêt immobilier pendant 2 mois, les chèques, les emails, les virements bancaires, 17 en dette discrète. Il a honte de moi depuis longtemps, ai-je dit. Le commerce, le quartier, ma façon de parler. Tout en moi lui rappelait d'où il venait. Grand-mère, je pensais que ça passerait. Que c'était juste les gens dont il s'entourait. Mais tu sais quoi? Je l'ai regardé dans les yeux. Ce n'était pas eux. C'était lui. Depuis toujours. Elle a tendu la main et l'a posée sur la mienne. Ce n'est pas ta faute s'il a tourné comme ça. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé les traces écrites de toute une vie. Chaque ligne. Un oui que j'ai donné alors que j'aurais dû marquer une pause. Chaque dollar de confiance qu'il n'a jamais demandé, pour lequel il ne m'a jamais remercié. Je veux changer cette fiducie, ai-je dit. Mets ton nom dessus. Marie a cligné des yeux. Quoi? Tu auras besoin d'un cosignataire jusqu'à tes 25 ans, mais je m'occuperai des démarches administratives. Le fonds était destiné à un avenir. Je crois toujours à l'avenir, mais pas à celui que je croyais. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, a juste hoché la tête une fois, et ses doigts se sont resserrés autour des miens. Plus tard dans la journée, après son départ, je me suis assise seule dans le salon. Le soleil entrait chaud à travers les rideaux, dessinant de lentes rayures sur le sol. J'ai pensé à la cérémonie de remise des diplômes. À Evan dans sa toge, son pompon se balançant, à la façon dont il pourrait dire aux gens que sa grand-mère était trop vieille pour voyager ou trop malade, ou peut-être même ne pas me mentionner du tout. C'est ce que font les gens quand ils effacent quelqu'un. Ils commencent par l'exclure des histoires. Je ne suis pas en colère, mais je ne suis pas oubliée non plus. Le lendemain du départ de Marie, je me suis assis à ma table de cuisine avec un bloc-notes jaune et un stylo qui avait séché à mi-chemin d'une liste de courses 2 ans auparavant. Je l'ai remplacé par un stylo du tiroir à bric-à-brac, le genre qui pèse vraiment lourd dans la main. Cela me semblait approprié pour ce que j'avais à faire. J'ai écrit la première ligne en lettres lentes et régulières. D'abord, Southeastern Trust and Holdings, concernant la résiliation et la réaffectation du compte de fonds d'études universitaires, 7884 LM, puis j'ai arrêté. C'est étrange comme on peut trembler davantage en écrivant une vérité qu'en soulevant 5 kilos de farine. J'avais écrit des milliers de choses dans ma vie. Des chèques, des commandes de boulangerie, des lettres de condoléances. Mais là, c'était différent. C'était moi qui annonçais la fin de quelque chose, la fin du bénéfice du doute. J'ai repris la plume. Avec effet immédiat, je mets fin à toutes les autorisations de distribution liées aux frais universitaires de M. Evan Murray sur le compte fiduciaire 7884 LM. Les fonds doivent rester gelés jusqu'à leur réaffectation. Les informations sur les nouveaux bénéficiaires suivront. N'informez pas les cessionnaires actuels avant que les documents de transition ne soient terminés. Je l'ai lu 2 fois. Claire, légale, froide, peut-être, mais nécessaire. Après avoir imprimé la lettre et l'avoir mise sous enveloppe, je l'ai glissée dans mon sac à main. Je la porterai à la poste plus tard. Mais d'abord, je devais passer un coup de fil. Le banquier, Jules, répondit à la 2e sonnerie. Madame Murray, dit-il, toujours aussi joyeux. J'étais en train de consulter des relevés trimestriels lorsque votre nom a traversé mon écran. Je réaffecte les fonds, ai-je dit. Pas le temps pour les politesses. Il a hésité. Bien sûr. Puis-je vous demander la raison? Vous ne pouvez pas, ai-je dit. Les décisions prises. Je vais désigner une nouvelle bénéficiaire, ma petite fille Marie. Il y a eu un autre silence. Plus prudent, celui-là. Compris.
Je vais m'occuper des formalités administratives de notre côté. Vous recevrez les formulaires par DocuSign plus tard dans la journée. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis allé au tiroir près de la cuisinière, celui avec les élastiques et les bougies d'anniversaire, et j'ai sorti l'enveloppe qui contenait encore le chèque d'Evan. Je l'ai ouvert une dernière fois et j'ai regardé mon écriture. Payé à l'ordre d'Evan R. Murray. Montant 90 000 $. J'avais écrit cela le jour de son 17e anniversaire. Je l'ai plié une fois. Placé dans une enveloppe bleu marine. À l'intérieur argenté. Je l'ai déchiré en 2, puis en 4, puis de nouveau. Ce n'était pas agréable, mais cela semblait réel. Cet après-midi-là, je me suis dirigé vers la boîte aux lettres. Le ciel était pâle et froid, même si le calendrier indiquait que nous étions en juin. J'ai déposé l'enveloppe et je suis revenu. Lentement. J'ai remarqué que le lilas du voisin avait enfin fleuri. À l'intérieur de la maison, j'ai sorti la chemise en papier craft marquée « Légal ». Je ne l'avais pas ouverte depuis 2015, lorsque j'avais mis à jour mon testament après la vente de la boulangerie. J'avais divisé les biens équitablement entre Peter et Marie. Cela me semblait juste sur le moment, mais la vie ne se résume pas à être juste. Il s'agit d'être honnête. Alors, j'ai appelé mon avocat. Madame Murray, m'a-t-il dit chaleureusement. Je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis un moment. Je dois modifier le testament, ai-je dit. Et j'aimerais créer un fonds de bourse d'études à usage restreint, privé et confidentiel. Vous gérez les fiducies, siffla-t-il. Oui, madame, je m'en occupe. Nous avons pris rendez-vous pour vendredi. Ce soir-là, je me suis assise sur ma chaise près de la fenêtre, celle avec la jambe inégale. J'ai pensé à Evan. J'ai pensé à Peter. J'ai réfléchi à ce que cela signifiait d'aimer quelqu'un qui ne vous voit que comme une tache sur le verre de sa vie. Les gens vous disent qu'ils finiront par changer d'avis, mais parfois non. Parfois, ils continuent simplement à marcher, et parfois, il faut arrêter de laisser la lumière allumée sur le porche. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et je me suis servi une tasse de café tiède avec la cafetière de la veille. Je n'ai pas pris la peine de la réchauffer. Je me suis assise à la table, sirotant lentement, les yeux fixés sur la pile de dossiers que j'avais sortis du classeur. Celui-ci était étiqueté Peter de 2004 à aujourd'hui. Tout a commencé avec un projet de création d'entreprise avec un prêt de 5 000 $. Je me souviens avoir signé ce chèque. Il était tellement confiant qu'il me brandissait son argumentaire comme si c'était la clé. Maman, c'est une vraie opportunité, pas une de ces arnaques. 6 mois plus tard, la SARL a été dissoute. Je n'ai jamais posé de questions à ce sujet. Puis il y a eu le chèque pour l'acompte de sa première maison, 28 000 $. Il et Claire étaient jeunes mariés à l'époque. Et il a dit que ce serait formidable d'avoir un endroit qui leur appartienne vraiment. On te remboursera dans les 2 ans, avait dit Claire, en me serrant les mains comme une fille. Ils n'ont jamais rien payé. Prochaine colonie de vacances pour Evan quand il aurait 9 ans. 3200 $. On est à bout de souffle, a dit Peter. Tu sais combien ces choses coûtent. Moi, je le savais. Mais je savais aussi ce que c'était que d'être un enfant laissé pour compte. Alors, j'ai fait le chèque. Frais de scolarité d'un lycée privé pour Evan. 15 000 $ par an, pendant 4 ans. J'en ai payé. 2 ans et demi après que Peter ait perdu ça. Prime au travail. Il m'a dit qu'il se rattraperait. Peut-être qu'une fois la boulangerie vendue, tu seras libéré de tout ça, a-t-il dit. C'est drôle comme c'était moi qui les libérais toujours. Facture médicale, réparation de voiture, des vacances surprises à Hawaï. Un moment de ressourcement en famille, comme il l'appelait. Il m'a envoyé une carte postale de ce voyage. Une
Carte postale. J'aimerais que tu sois là, disait-elle. Je l'ai gardée. Collée dans le dossier parce qu'une partie de moi voulait encore la preuve qu'il se souvenait de moi. J'ai feuilleté. Plus loin dans la pile. J'ai trouvé les cartes de Noël manuscrites, toujours. En retard, toujours signées. Bisous Peter. Claire et Evan. Jamais une mention des cadeaux que j'avais envoyés. Jamais un coup de fil pour les remercier. La gratitude, j'ai appris, est forte chez les enfants et silencieuse chez les adultes. Ou peut-être qu'elle cesse d'être exprimée lorsqu'ils savent qu'on donnera sans elle. J'ai pris la dernière feuille, un reçu Venmo d'il y a 2 mois. Peter avait demandé $300 pour des fournitures scolaires. Le mot était bref. Si vous pouvez, on s'arrange. Je l'ai envoyé. Pas de réponse, pas même un pouce levé. J'ai tout étalé sur la table comme une scène de crime, des témoins papier de ma discrète générosité. Je n'essayais pas de compter l'argent, même si c'était un chiffre que la plupart des gens n'ignoraient pas. J'essayais d'y voir clair, de comprendre comment j'en étais arrivé là. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était le fait que j'avais tout donné en me rapetissant pour me fondre dans les marges de leur vie. Je me suis souvenu d'une chose que Marie avait dite il y a des années, alors qu'elle était encore adolescente et pleine de questions sur le monde. Pourquoi dis-tu toujours oui, grand-mère? Parce que quand on ne te désire pas pour qui tu es, on apprend à se rendre indispensable. Cet après-midi-là, j'ai appelé une 2e fois la conseillère financière qui m'avait aidé après la vente de la boulangerie. Madame Murray, a-t-elle dit, toujours aussi enjouée et efficace. Ça fait un bail. Je veux vérifier tous les paiements en cours liés au compte de Peter Murray, ai-je dit. Vous êtes toujours garant sur 2, a-t-elle répondu après un silence. Le leasing du véhicule et le refinancement d'un prêt étudiant au nom d'Evan. Combien coûte-t-il par mois? 496 livres sterling pour la voiture, 312 livres sterling pour le prêt. Arrêtez les deux. Il y a eu un silence. Êtes-vous sûr? Oui, ai-je dit. Passez les appels, lancez les démarches. Elle a promis d'envoyer les formulaires de résiliation le lendemain matin. Lorsque j'ai raccroché, ma main est restée au-dessus du combiné. Je m'attendais presque à ce que le téléphone sonne immédiatement. Peter appelle pour demander pourquoi ses paiements avaient été refusés, mais il est resté silencieux. C'est drôle comme le silence peut faire plus mal que les cris. Je me suis levée et j'ai allumé la radio. Il y avait quelque chose de vieux. Du Patsy Cline, peut-être. Le genre de musique que ma mère fredonnait quand elle préparait des biscuits le dimanche. Le genre de musique qui vous donnait l'impression que toute votre vie était déjà derrière vous. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis redressée un peu. Il y a un tiroir dans mon couloir que je n'avais pas ouvert depuis des années. Pas celui des bricoles. Tout le monde en a un. Mais celui profond sous la pile de linge où je gardais les vieux livres de contes de la boulangerie. Je l'ai ouvert lentement, le bois grinçant comme s'il avait lui aussi quelque chose à dire. J'ai passé mes doigts sur les tranches. Inventaire 1989, fiche de paie 1996, reçus fiscaux 2002. Et puis, à l'encre délavée sur une couverture bleue, commande, réduction familiale. C'était ma propre sténographie. Des pages et des pages de notes gratuites, des gâteaux de mariage à moitié prix, des livraisons de traiteurs non préparées. La plupart des gens ignoraient que la boulangerie avait survécu à ses débuts, uniquement parce que je ne faisais pas payer les gens qui n'en avaient pas les moyens. Je leur donnais un reçu de toute façon, pas pour eux, mais pour moi. Un reçu qui disait « ça comptait, même si ce n'était pas payé ». Je tournais les pages lentement. Il y avait le nom de Peter éparpillé comme un gâteau d'anniversaire aux graines de pissenlit. Evan, 4 ans, $0. Cupcakes pour baby shower au bureau. Collègue de Claire, $0. Tarte à la citrouille, 5 ans. Famille de Thanksgiving, $0.
C'était ma façon de te montrer mon amour, pas de grands discours, pas de câlins étouffants, juste de cuisiner pour toi, je nourrirai ta joie, je serai en arrière-plan de ton bonheur, tenant le plateau. J'ai fermé le livre et j'ai posé ma main dessus. La boulangerie avait été notre vie, à Derek et moi, avant que tout ne s'écroule. Il est mort comme le font les gens des petites villes, subitement et sans tambour ni trompette. Une crise cardiaque sur le siège passager, en rentrant d'une tournée de ravitaillement. Peter avait 27 ans à l'époque. Evan n'était qu'un tout petit enfant. Je me souviens des funérailles en morceaux. Des fleurs blanches fanées par la chaleur. Le pasteur prononçant mal le nom de Derek. Peter disant aux invités de ne pas s'inquiéter pour moi, que tout irait bien. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'ai ouvert la boulangerie le lendemain. Je ne pouvais pas me permettre de fermer. J'ai pétri la pâte, les larmes aux yeux, et j'ai servi le café avec un sourire que je ne voulais pas. Les gens ont été gentils pendant une semaine. Puis ils ont arrêté de me demander comment j'allais. Puis ils ont simplement commandé leurs plats habituels. Mais le travail m'a permis de continuer à avancer, de respirer. Au cours de la décennie suivante, j'ai transformé cet endroit en quelque chose de plus. J'ai embauché 2 femmes du refuge, installé de nouveaux fours et nous ai fait figurer sur une liste locale de 10 petites entreprises à surveiller. J'ai même gagné un ruban pour une tarte aux noix de pécan à la foire du comté. Non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce que j'étais la seule à encore cuisiner maison. Je ne prenais pas de vacances. Je n'achetais pas de nouveaux vêtements. Mais j'économisais lentement, discrètement. Et quand j'ai vendu la maison, j'ai gagné assez pour vivre simplement et aider la famille. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que plus j'aidais, moins on me voyait. Un jour, Peter a dit à quelqu'un lors d'une fête que je faisais un peu de pâtisserie avant de prendre ma retraite. Je me souviens que Marie a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce lorsqu'il a dit ça. Elle n'a rien dit, mais elle n'a pas ri non plus. Des années plus tard, je me trouvais dans ma cuisine en me disant que si je pouvais reconstruire une entreprise sur les cendres du deuil, je pourrais reconstruire une vie sur les cendres de la déception. Et peut-être, juste peut-être, je pourrais utiliser ce qu'il me restait, la force tranquille, l'amour qui me restait, et même l'argent, pour aider quelqu'un qui en avait besoin. Quelqu'un qui n'avait pas encore décidé que j'étais inutile. J'ai sorti un bloc-notes vierge et j'ai écrit 3 mots en haut. Bourse. Première génération. Voyez-vous, je ne savais pas encore qui ils seraient, mais je savais qu'ils existaient. Des jeunes hommes et femmes qui me rappelaient la jeune fille que j'étais autrefois. Brave, effrayée, mais qui croyaient toujours en l'avenir. C'est à eux que le fond serait destiné. Ni par dépit, ni par vengeance, mais par espoir. Pour que l'histoire de quelqu'un d'autre se termine mieux. L'appel est arrivé juste après le dîner. Pas le genre de dîner avec des serviettes ou des bougies. Juste de la soupe en conserve et un biscuit que j'avais décongelé. Je rinçais la cuvette quand le téléphone a sonné et, pour une raison inconnue, je me suis essuyé les mains lentement avant de répondre. C'était Evan. Grand-mère. Sa voix était plus douce que dans mes souvenirs. Ou peut-être était-ce juste la distance qui la traversait. Oui, mon chéri, ai-je dit. C'était plus doux que je ne le pensais. Je voulais juste prendre des nouvelles. Marie a dit que tu étais en ville. J'ai fermé les yeux un instant, pour qu'il sache que j'étais là. Il y a eu un silence. Je ne t'ai pas vu à la cérémonie. Je me suis retourné vers la porte. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais presque l'entendre reconstituer la situation. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec papa? Je me suis assise lentement, le téléphone coincé entre mon épaule et ma joue. Il m'a demandé de ne pas entrer. Puis le silence. Oh, juste cette syllabe chargée de quelque chose qu'il n'avait probablement pas de mots. Honte. Confusion. Je ne savais pas. Je ne savais pas, dit-il au bout d'un moment. Je pensais que tu ne voulais pas faire le voyage. J'ai fait 11 heures de train. Il poussa un soupir audible. Je suis désolé.
Ne le sois pas. Je regardais par la fenêtre la lumière du porche qui vacillait dans le soir. Tu as passé une bonne journée? C'était bien, dit-il trop vite. Un peu écrasant. Ils avaient loué cette salle, des photographes, des discours. Papa était ému. Je crois qu'il préparait ça depuis des mois. Je l'entendais essayer de diriger la conversation, de colmater le trou. Je le laissais faire. Je ne voulais pas le culpabiliser. Ce n'était pas le but de cet appel. Marie a dit que tu avais répondu par courrier, dit-il. Plus calme maintenant. Je l'ai fait. Qu'est-ce que c'était? J'ai hésité, puis j'ai dit la vérité. Ton financement pour les études. Un autre silence. Oh, dit-il. Encore. Pas le même mot qu'avant. Celui-ci était plus lourd. Je l'ai installé quand tu avais 5 ans, dis-je. Tous les mois. Même. Quand la boulangerie était calme, même quand j'étais fatigué. Je ne savais pas, dit-il. Je hais. Il s'éclaircit la gorge. Tu es en colère. Non, dis-je, et je le pensais. J'ai juste fini de faire semblant. Il se tut. À nouveau. Puis lentement. Papa a toujours été spécial. C'est un mot pour dire. Il dit qu'il ne le pensait pas comme ça, qu'il essayait juste de s'assurer que tout se passe bien. Tu crois que ça justifie ce qu'il a dit? Non, admit Evan. Mais je crois qu'il a peur de... Quoi? De ne pas être à la hauteur. J'ai fermé les yeux. Et je suis le rappel de ses origines. Je ne trouve pas ça juste. Ce n'est pas juste, approuvai-je. Mais c'est vrai. Il y eut un autre long silence entre nous. Le genre de silence qui n'existe qu'entre les gens qui se soucient encore de moi. Même s'ils ne savent pas quoi en faire. J'aurais aimé que tu viennes, dit-il finalement. J'aurais voulu que tu sois là. Ça veut dire quelque chose, dis-je. Plus que tu ne le penses. Je ne veux pas de ton aide par culpabilité. Tu ne l'obtiendras pas de toute façon, dis-je. Doucement. Elle ne t'appartient plus. Il ne discuta pas, ne plaida pas. Et cela, étrangement, me rendit un peu plus triste, comme s'il avait déjà accepté que je me retire. Marie dit, tu crées un fonds de bourse d'études. Je le fais. C'est vraiment génial. J'espère que quelqu'un de bien l'obtiendra. Il l'obtiendra, dis-je. Il écrira sa propre histoire. Peut-être qu'elle sera meilleure que la nôtre. Il resta silencieux un moment. Puis il dit tout bas, « Je suis désolé, grand-mère, de ne pas savoir, de ne pas avoir demandé. Je te pardonne, dis-je. Mais c'est à toi de faire le travail maintenant. » Je voulais dire plus qu'il ne l'imaginait probablement. D'accord, chuchota-t-il. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai raccroché le téléphone et l'ai posé délicatement sur la table. Dehors, le vent s'était levé. Les arbres se balançaient comme s'ils écoutaient aussi. Je n'ai pas pleuré, non pas de force, mais parce que le chagrin avait enfin fait place à autre chose. La clarté. Jules a appelé le lendemain matin. Fidèle à sa parole, les documents étaient prêts. J'ai ouvert l'email, scanné les en-têtes et commencé à signer. Il a fallu 12 clics pour interdire légalement à Peter Murray et Evan Murray tout accès, présent ou futur, à la fiducie. 12 clics ou 18 ans de sacrifice silencieux. Après la dernière signature numérique, je me suis assis. Et j'ai poussé un soupir. Non pas d'épuisement. De soulagement. À 11 heures, je suis monté dans ma voiture et je suis allé à la banque. Il y avait des choses que je ne voulais pas faire à travers un écran. Certains moments méritent d'être vus en personne. Le caissier m'a reconnu. Madame Murray, je ne vous ai pas vu depuis un moment. J'aimerais parler à Jules, s'il vous plaît, en privé. Elle a sonné. On m'a escorté dans un bureau vitré et silencieux,
avec une plante en pot dans un coin. Et un doux son de jazz au-dessus de ma tête. Jules a souri avec son sourire poli et professionnel. Tout s'est bien passé. Nous finaliserons la réaffectation une fois que vous aurez déposé le consentement et la pièce d'identité de Marie. Je veux aussi créer quelque chose de nouveau, ai-je dit. Un fonds de bourse d'études. Il a haussé les sourcils, mais n'a pas commenté. Il a juste ouvert quelques onglets sur son ordinateur. Dis-m'en plus. Privé, ai-je dit anonyme. Je veux une discrétion totale. Sans lien avec le nom de famille. Compris. Pour les étudiants de première génération. Préférence pour les enfants de la classe ouvrière. Quelqu'un qui a gagné chaque centimètre de son avenir à la dure. Combien souhaitez-vous allouer? Commençons par 100 000 $. Avec une marge de progression. Il hocha lentement la tête. En tapant le montant. Nous pouvons créer une fonds de bienfaisance géré. Vous garderez le contrôle total du processus de sélection. Bien, dis-je. J'aimerais bien. Il imprima un formulaire préliminaire et le glissa sur le bureau. Vous êtes sûr de l'anonymat? Je veux être connu uniquement du bénéficiaire. Et seulement si je choisis d'écrire. Jules hocha la tête. C'est possible. Après avoir signé les documents initiaux, je repartis avec une copie du projet d'accord. Et une étrange légèreté dans la poitrine. Pas de joie. Ce serait un mot trop fort. Mais quelque chose qui s'en rapproche, comme si j'avais desserré un poing que je serrais depuis trop d'années. À la maison, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur et créé un nouveau document. Un fonds de bourse, des directives et des intentions. J'ai tapé lentement, soigneusement. Ce fonds est destiné à un jeune qui a été négligé, sous-estimé ou tout simplement privé de soutien. Quelqu'un qui me rappelle que la valeur ne s'hérite pas, mais se mérite. Et que la gentillesse n'a pas besoin d'audience pour avoir de l'importance. Ce n'est pas une récompense. C'est un acte de foi. Une foi silencieuse et inconditionnelle. J'ai sauvegardé le document. Puis je me suis assis à la table de la cuisine et je me suis servi un verre d'eau. Pas de célébration, pas de toast, juste un long regard par la fenêtre où la lumière changeait sur les arbres. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais été un personnage secondaire dans les histoires des autres, solidaire, présent, la plupart du temps silencieux. Enfin, j'avais une histoire qui m'appartenait. Vendredi matin, il était clair et froid, avec ce genre de vent qui vous fait tout remettre en question. Votre manteau, vos chaussures, vos décisions. Je portais ma veste en laine grise, celle que j'avais depuis des années. Elle m'allait toujours, elle tenait toujours sa forme, comme moi. Le cabinet d'avocat était en centre-ville, pas dans un gratte-ciel, juste un bâtiment étroit et calme, coincé entre une librairie et une clinique dentaire. Le genre d'endroit qu'on ne remarque pas si on ne regarde pas. Francis m'accueillit avec ce même sourire serein qu'il avait depuis que Derek et moi avions fait appel à ses services pour acheter notre maison en 1979. Un peu plus voûté maintenant, sa barbe un peu plus blanche, mais toujours bien dessinée derrière les yeux. Edith, dit-il en se levant de son bureau. Vous avez l'air bien. J'ai l'air de quelqu'un qui en a finalement assez, dis-je en m'asseyant en face de lui. Il rit. C'est quelque chose dont on peut être fier. On n'a pas perdu de temps. Je lui ai tendu l'enveloppe contenant les documents que j'avais préparés. La réaffectation de la fiducie, la lettre d'intention caritative, la liste des paiements permanents dont je voulais la révocation. Il les a lus en silence, hochant la tête ici et là. Propre, dit-il finalement. Tu as fait le gros du travail. J'ai eu le temps de réfléchir et de faire mon deuil. Je n'ai pas répondu. Pas directement. J'ai juste dit que ça ne ressemblait pas à du deuil. C'était de la clarté. Il a ouvert mon Ancien Testament, une copie imprimée que je n'avais pas revue depuis le décès de Derek,
et a commencé à marquer des sections au stylo rouge. Tu veux retirer Peter de la liste des bénéficiaires principaux? Je veux qu'il soit entièrement retiré. Francis a levé les yeux. Tu es sûr? J'en suis sûr. Veux-tu laisser un mot pour le dossier? Une explication pour tes héritiers? J'ai laissé suffisamment d'explications dans ma vie. Ils peuvent inventer leurs propres histoires s'ils en ont besoin. Il hocha la tête. Et Evan? Je marquai une pause. Ce nom avait encore du poids. Il restait dans la pièce plus longtemps que je ne le souhaitais. Pas d'héritage direct. J'ai dit qu'il était adulte maintenant. S'il veut un avenir, il peut le construire. Et Marie, elle a tout. Si elle le veut, sinon, qu'il aille à la fondation de bourse d'études. Francis nota cela. Je rédigerai un testament mis à jour aujourd'hui. Tu pourras le signer la semaine prochaine. Je voudrais qu'il soit notarié avant la fin du mois. Tu prévois quelque chose? Juste du ménage? Nous avons passé 30 minutes supplémentaires à revoir les détails. Contact d'urgence, procuration médicale, instruction pour l'enterrement, simple, pas de cérémonie, crémation. Je ne voulais rien d'extravagant, pas de représentation. Une fois terminé, Francis referma le dossier et me regarda par-dessus la monture de ses lunettes. Edith, dit-il d'une voix plus basse, maintenant. Je te connais depuis longtemps. Tu as toujours tout fait pour les autres. Je n'ai pas répondu. C'est bien de faire quelque chose juste pour soi. Même maintenant, surtout maintenant. Je lui ai adressé un sourire fatigué. C'est ce que je fais. En quittant le bureau, j'ai vu mon reflet dans la porte vitrée. Des rides, oui, des yeux fatigués, mais aussi autre chose. Quelque chose de plus ferme dans le contour de ma bouche. Je n'avais pas l'air d'une femme qui s'effondre. J'avais l'air d'une femme qui décide. Marie est arrivée ce dimanche-là. Un sac de course au bras et une énergie fatiguée au visage. Elle n'a pas dit grand-chose au début. A juste posé le sac sur le comptoir et a commencé à déballer. Du granola, a-t-elle dit en brandissant une boîte. Tu en manges encore? J'ai hoché la tête. Quand j'y penserai. Et du thé. Celui à la menthe poivrée que tu aimes et des pommes. Elles étaient en solde, mais j'ai choisi celles qui semblaient fermes. Je les regardais bouger, comment elles se faisaient petites dans la cuisine, respectueuses de cet espace qui n'était pas le sien, mais qui avait été autrefois son refuge. Tu n'avais rien à apporter, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Je l'ai fait. Nous étions assis dans le salon, tous les deux avec des tasses, même si aucun de nous deux n'avait beaucoup bu. Le silence n'était pas gênant, juste pesant. Comme si nous avions tous les deux des choses qui nous trottaient dans la gorge. Elle a été la première à parler. Papa m'a appelé 3 fois. Il m'a laissé un message hier. Il m'a demandé si je savais ce qui se passait. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Pourtant, je suis restée silencieuse. Il sait que quelque chose a changé. Evan lui a probablement parlé de votre appel. Laisse-le se poser des questions. Ai-je dit? Marie a incliné la tête. Il ne se posera pas de questions longtemps. Tu le connais. Je sais. C'est pour ça que je me prépare. Elle a haussé un sourcil. Se préparer à quoi? À la tempête? À la supplique? À la négociation? Marie. Sourit légèrement. Tu crois vraiment qu'il va supplier? Non, dis-je, mais il fera comme si. Il y a une différence. Elle baissa les yeux. Vers son thé. Tu sais, quand j'avais 12 ans, j'ai dit à maman que je voulais vivre avec toi. Je me suis tournée vers elle, surprise. Tu ne me l'as jamais dit. Elle a dit non. Elle a dit que ça compliquerait les choses. Elle a dit que tu étais trop tendre. Ma gorge s'est serrée. Trop tendre. Trop disposée à pardonner? Elle a dit trop disponible. J'ai expiré. Ça me semble juste. Je n'ai pas compris sur le moment, continua Marie.
Mais maintenant, je pense qu'elle avait peur que je grandisse avec ta voix dans ma tête plutôt que la sienne. J'ai tendu la main. Elle m'a laissé la prendre. Je ne fais pas ça pour punir qui que ce soit, ai-je dit doucement. Je fais ça parce que je ne peux plus porter ce poids. Plus seule. Je sais, dit-elle. Je le vois. Nous sommes restées assises longtemps après ça. Sans un mot, juste deux femmes, deux générations, toutes deux sachant exactement combien le silence peut tenir. Quand elle s'est enfin levée pour partir, elle m'a serrée dans ses bras. Ni vite, ni de manière forcée. Une véritable étreinte. À la porte, elle s'est retournée et a dit, « S'il t'appelle, papa, est-ce que tu vas répondre ?» J'ai réfléchi un instant. Peut-être, mais pas tout de suite, et pas pour m'expliquer. Elle a hoché la tête. Bien. Puis elle est partie et je suis restée à la fenêtre longtemps après que sa voiture ait disparu, à regarder le vent souffler dans les arbres comme si elle avait quelque chose à dire. Le premier message vocal est arrivé à 14h14 dimanche après-midi. Je pliais du linge. Le téléphone a sonné 2 fois sur le comptoir, puis le silence est revenu. Aucun nom ne s'est affiché à l'écran, mais je n'en avais pas besoin. Peter a toujours utilisé le silence comme un outil. D'abord en attendant qu'on le supplie, puis en faisant semblant d'être le plus fort quand les supplications ne sont jamais venues. J'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Puis le suivant est arrivé, puis le suivant. Quand j'ai fini de plier, il y avait 5 appels manqués et 2 messages vocaux. Je me suis assise au bord du lit et j'ai appuyé sur lecture. Maman, c'est Peter. J'ai essayé de te joindre. Evan a dit que tu avais parlé. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je pense qu'on devrait mettre les choses au clair. Je ne veux pas de malentendu entre nous. Appelle-moi. Je l'ai supprimé. Le deuxième a commencé différemment. Maman, sérieusement, ça devient incontrôlable. Je ne sais pas ce que Marie t'a dit, ni ce qu'Evan t'a dit, mais tu rends les choses bien plus dramatiques qu'elles ne devraient l'être. On est une famille. Tu es toujours la bienvenue. Supprimé. Lundi matin, je me suis réveillée avec 6 autres appels manqués. L'un des messages vocaux était plus long, empreint d'une sorte de désespoir qui ne lui convenait pas. Écoute, j'ai fait une erreur. Bon. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit en dehors de la cérémonie. Mais c'était un moment tendu. J'essayais juste de m'assurer qu'Evan ait la journée qu'il souhaitait. C'est tout. Ne gâche pas tout pour un seul commentaire. Et voilà. Le passage d'une vague politesse à un sentiment de droit. Ne gâche pas tout comme si j'étais celle qui avait tout gâché. Il a rappelé ce soir-là. Maman, la banque m'a contacté. Il y a eu une sorte de blocage sur le compte de crédit bail. Ils ont dit que le garant avait retiré l'autorisation. C'est toi, n'est-ce pas? Bien sûr que c'était moi. J'ai besoin de te parler. Appelle-moi, s'il te plaît. Je ne l'ai pas fait. Le suivant était plus court. Maman. Ça affecte mon crédit. J'ai des choses liées à ce bail. Le prêt d'Evan est également lié. Tu ne nous as même pas prévenus. Puis le silence s'est prolongé. 2 jours ont passé. Aucun nouveau message. J'ai supposé qu'il se reprenait, qu'il élaborait une stratégie pour sa prochaine action. Puis, jeudi soir, j'ai reçu un SMS. Je ne comprends pas comment tu as pu faire ça à ta propre famille. C'était tout. Pas une question, une accusation. J'ai fixé le message un long moment. La lueur de l'écran se détachant sur la pièce sombre. Je n'ai pas répondu. Qu'y avait-il à dire? Tout ce qu'il avait besoin de comprendre était déjà arrivé. Chaque merci manquant. Chaque fois qu'il a choisi un récit clair plutôt qu'une vérité compliquée. Chaque instant où il a eu le choix de me voir et de regarder au-delà. À un moment donné, j'ai cessé d'espérer qu'il change et j'ai commencé à me changer moi-même. Vendredi matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit une courte réponse. Seulement 12 mots. Tu as fait un choix et maintenant, j'en ai fait un autre.
Puis j'ai complètement éteint le téléphone. Laisse-le tranquille. Laisse le silence s'installer. Je ne suis pas allée en ville cette semaine-là. Je n'ai pas récupéré le pressing. Je n'ai pas participé au cercle de quilting. Je ne suis même pas allée à l'église dimanche. Non pas par honte. C'était depuis longtemps oublié. Mais parce que j'avais besoin de calme. J'avais besoin d'entendre mes propres pensées sans la voix de Peter dans ma tête. Le mardi matin, le courrier est arrivé avec une lettre de la compagnie d'électricité, un dépliant de coupons et une enveloppe crème épaisse sans adresse de retour. Je l'ai ouverte avec précaution, m'attendant presque à d'autres notifications légales. Une manœuvre désespérée de Peter, mais ce n'était pas de lui. C'était d'Evan. L'écriture était nette, légèrement penchée vers la droite, comme celle de Derek. Chère grand-mère, j'ai beaucoup repensé à notre conversation et je ne pouvais pas la laisser là. Je ne savais rien pour le fond ni pour tout ce que tu as fait. Ce n'est pas une excuse, juste la vérité. Et je tiens à te remercier, même s'il est trop tard. Je ne pense pas que papa ait voulu te blesser, mais je ne pense pas non plus qu'il comprenne comment il a fait. En grandissant, il donnait l'impression que tout ce que nous avions était sorti de nulle part ou du seul fait de son travail acharné. Il parlait rarement de toi, pas de manière méchante, comme si tu n'étais qu'un bruit de fond. Je ne m'en suis pas remise jusqu'à ce que Marie commence à me raconter des histoires, des vraies, sur la boulangerie. Sur la façon dont tu l'avais élevée lorsqu'elle est tombée malade cette année-là. Sur ce que tu as abandonné pour nous tous. Je n'écris pas pour arranger les choses. Je ne suis même pas sûre que cela puisse être réparé. Mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. Je te vois. Si je finis par emprunter, je m'en sortirai. C'est peut-être bon pour moi. J'ai besoin de gagner des choses. Mais même si tu n'es plus dans ma vie de la même manière, j'espère pouvoir encore être dans la tienne si tu veux bien de moi. Avec amour, Evan, je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai posé sur la table. Ma main est restée posée dessus, comme si elle allait s'envoler si je la lâchais. Ça n'a rien changé. Ni l'argent, ni les années, ni la gomme silencieuse que j'avais vécue, mais ça signifiait quelque chose. Parfois, les plus petites reconnaissances arrivent quand on a déjà cessé d'attendre, et elles ne réparent pas le passé. Mais elles posent une pierre plus douce pour la suite. Je n'ai pas répondu ce jour-là. Au lieu de cela, j'ai ouvert le dossier pour la bourse. J'avais examiné les dissertations des candidats, tous anonymes, bien sûr. Je voulais choisir uniquement sur la base de leur histoire. L'une d'elles en particulier m'était restée en tête. Une jeune fille du Mississippi qui travaillait de nuit dans un restaurant, écrivait de la poésie au dos des reçus et voulait faire des études d'éducation. Elle n'a pas supplié. Elle n'a pas cherché à impressionner. Elle a juste dit la vérité. Ma mère dit que je suis trop molle pour réussir à l'université, a-t-elle écrit. Mais je pense que la douceur est une forme de force. Cela signifie que je ne suis pas devenue dure, même quand j'aurais pu. Cette phrase est restée en moi comme une pierre tombée dans l'eau. J'ai cliqué sur « Approuver ». Puis j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti une carte. Pas du papier à lettres, juste un simple carré blanc que j'avais déjà utilisé pour mes listes de courses. J'ai écrit « Cher destinataire, vous ne me connaissez pas, mais je vous vois. Continuez. Non pas parce que quelqu'un vous regarde, mais parce que vous le pouvez. » Puis j'ai signé. De quelqu'un qui croit en la douceur. Aussi. C'était un mercredi que j'ai décidé de retourner à la boulangerie une dernière fois. Pas pour travailler. Le nouveau propriétaire avait repris les lieux il y a 5 ans et l'avait transformé en quelque chose de plus élégant, avec de jolis menus en ardoise et des vitrines. Ils avaient gardé le nom de Murray Hart, mais sans la chaleur. Néanmoins, c'était l'endroit où j'avais tout construit, y compris la force sur laquelle je m'appuyais. Maintenant, je n'ai pas appelé avant. J'ai juste marché les 10
Pâté de maison qui me séparait de chez moi, vêtu du vieux manteau bleu marine qui, selon Derek, me donnait l'air d'une femme qui se fichait d'être sous-estimée. La sonnette au-dessus de la porte tintait toujours. Ce son n'avait pas changé. La fille derrière le comptoir était jeune, lycéenne, peut-être. Elle m'a souri comme si j'étais une cliente parmi tant d'autres. Puis-je vous aider? J'étais la propriétaire de cet endroit, dis-je en m'avançant. Ses sourcils se sont levés. Vous êtes Madame Murray. C'est moi. Elle a souri plus largement. Le propriétaire parle de vous tout le temps. Il dit que vous êtes la raison pour laquelle l'entreprise a du cœur. J'ai cligné des yeux, surprise. Il dit ça? Oui. Il a dit que vous l'aviez construite avec votre mari à partir de rien. Que les gens venaient non seulement pour les tartes, mais aussi pour le réconfort. Ce mot a retenti plus fort qu'elle ne l'aurait cru. J'ai regardé autour de moi. Les tables étaient neuves, la peinture plus claire, mais les os étaient toujours à moi. La petite fenêtre au fond, où je m'asseyais avec mon registre. Le creux dans le sol près du comptoir. Toujours là, bien que maintenant recouvert par un tapis. Tu veux t'asseoir? Demanda la fille. Je l'ai fait. Et j'ai commandé une part de tarte aux pommes, même si je savais qu'elle n'aurait pas le même goût. Ce n'était pas le cas. Trop de cannelle. Mais le geste comptait plus que la bouchée. Je suis restée assise là pendant près d'une heure, à regarder les gens aller et venir, à regarder l'espace les retenir comme il m'avait retenu autrefois. Cet après-midi-là, de retour à la maison, j'ai commencé à trier mes placards. Je ne me préparais pas à partir. Je me préparais à lâcher prise. Des cartons de vieux disques, des reçus, des cartes d'anniversaire. Les dessins d'Evan de ses 5 ans. L'un d'une fusée, l'autre d'une maison de guingois. Avec grand-mère écrit au crayon orange en haut. Je l'ai gardé. J'ai retrouvé l'enveloppe que Peter avait envoyée d'Hawaï. La carte postale à l'intérieur. Si seulement tu étais là. Je l'ai retournée, exposée à la lumière. Puis jetée à la poubelle. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être conservées. Tard ce soir-là. Une fois la vaisselle lavée et le silence revenu dans la maison, je me suis assise et écrit une dernière lettre. Ni à la banque, ni à l'avocat, juste à moi-même. Cher Edith, tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais. Tu as donné, tu es resté, tu as attendu, et maintenant tu as choisi autre chose. Ni l'amertume, ni la vengeance, mais assez. Assez de dons, assez de silence. Tu n'es pas une seconde chance. Tu n'es pas un plan de secours. Tu es une femme qui a aimé profondément et qui a finalement décidé de s'aimer elle-même. J'ai plié le mot et l'ai placé dans le tiroir à côté de mon lit. Personne d'autre ne le lirait. Mais là n'était pas la question. Certaines vérités sont faites pour être gardées. La lettre est arrivée un vendredi. Enveloppe simple. Adresse dactylographiée, sans timbre de retour. Je l'ai ouvert sans m'y attendre. À ce moment-là, la plupart du courrier était composé de factures de services publics ou de discrets rappels du monde dont j'avais commencé à m'éloigner. Mais là, c'était différent. C'était de langue des boursiers. Pas une lettre type, pas un remerciement obligatoire, juste quelques pages écrites à l'encre bleue sur du papier ligné, plié en deux, comme si quelqu'un croyait encore à la valeur de l'attention. Cher comité de bourse, ou qui que vous soyez vraiment, je ne sais pas à quoi je m'attendais lorsque j'ai postulé. La plupart du temps, je ne pensais pas avoir de réponse. C'est comme ça pour les gens comme moi. On envoie nos noms au monde entier en espérant que personne ne les efface. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez choisi. Et maintenant, je suis assise dans la bibliothèque du campus, à écrire à une inconnue qui a changé le cours de ma vie. Laissez-moi vous dire qui je suis. Je m'appelle Nia.
J'ai grandi à Yazoo City, dans le Mississippi. Ma mère travaille dans une maison de retraite et mon frère répare les climatiseurs quand la saison le permet. Nous n'avons jamais eu grand-chose, mais j'ai toujours eu des livres. Je volais des minutes à la bibliothèque de l'école, comme certains enfants volent des cigarettes. Je me cachais dans les coins, faisant semblant de travailler, mais en réalité, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. J'ai écrit mon premier poème à 11 ans. Il parlait du bruit des pieds de ma mère quand elle rentrait le soir. Doux, traînant, fatigué. Je ne l'ai montré à personne. Je ne pensais pas que les gens comme nous avaient des histoires qui comptaient. Mais j'avais tort. Cette bourse. Ce n'est pas que de l'argent. C'est la preuve que quelqu'un, quelque part, a lu mes mots et s'est dit, elle mérite qu'on y croie. Je ne connais pas ton nom, mais je connais ta gentillesse. Je l'ai ressenti avant même de savoir qu'il existait. Et maintenant, je le porte avec moi comme une armure. Je veux devenir enseignante. Non pas parce que c'est facile, mais parce que je me souviens de ce que ça faisait d'être invisible. Je veux me tenir devant une classe et dire à un enfant silencieux au fond, « Je te vois. C'est ce que tu as fait pour moi. Je te vois. Merci de m'avoir vu. » Avec plus de gratitude que je ne peux en mettre dans une seule lettre, ni à Thomas, je l'ai lu une fois, puis encore, et encore, jusqu'à ce que les lignes se brouillent et que le papier se ramollisse sous la pression de mes doigts, comme si j'essayais de retenir le poids de ce qu'elle avait dit. J'ai posé la lettre sur la table à côté de moi et je suis restée assise, immobile. La maison était silencieuse. Pas du silence, mais du silence profond. Du silence qui dit « Ce moment est suffisant ». Elle ne me connaissait pas, mais d'une certaine manière, elle me connaissait. Elle savait ce que cela signifiait d'être négligée, d'être mise en doute, de s'entendre dire de mille et une manières que son histoire n'avait pas d'importance. Et elle connaissait le pouvoir d'être vue une seule fois, sans condition. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie. Non pas par cérémonie, mais parce que la lumière me semblait juste. J'ai posé sa lettre à côté de ma chaise. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Peut-être jamais. Parfois, le cadeau est dans la réception, et parfois, les choses les plus discrètes finissent par résonner le plus fort. C'était à nouveau le printemps. Le genre de printemps qui arrive lentement dans cette région. Réticent, prudent, encore sous son manteau d'hiver. Mais les jonquilles avaient commencé à percer le sol près du trottoir, et c'était toujours le premier signe. La nature, têtue comme toujours, insistait pour un nouveau départ. Je suis allée me promener ce matin-là, pas très loin. Juste la vieille boucle autour du pâté de maison, après la pharmacie, en direction du ruisseau. Puis, de retour le long du mur de la bibliothèque, là où les briques étaient encore chaudes à midi, j'ai enfilé mes bonnes chaussures de marche, celles que Marie qualifiait autrefois d'indestructibles, et je n'avais rien d'autre que ma clé de maison dans la poche de mon manteau. Près de la vieille quincaillerie, je l'ai vu, Reed Cunningham. Nous étions au lycée ensemble, assis côte à côte dans un cours d'histoire américaine. Et avons passé un été difficile au même camp d'été. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 40 ans. Il se tenait près du banc devant le magasin, un petit sac en papier à la main. Quand il m'a vu, il a plissé les yeux, puis a souri. Edith. Je me suis arrêtée. Reed. Je ne savais pas que tu habitais encore ici. Je ne le savais pas. Il a dit qu'il était revenu il y a 2 ans après le décès de Barbara. Je pensais rester 6 mois. Cela a pris 12 mois. Maintenant, je loue au-dessus de la pharmacie. Je suis désolée pour Barbara. Il hocha la tête. Moi aussi. Mais le chagrin est plus calme maintenant. On apprend à mettre la table pour une personne. Je m'assis à côté de lui sans rien demander. C'est le propre des vieilles amitiés. Elles n'ont pas besoin d'invitation. Comment vas-tu? Demanda-t-il au bout d'un moment. J'ai repensé à certaines choses, dis-je. Il sourit doucement. Tu as toujours réfléchi plus que nous tous. Pas plus, juste plus longtemps. Nous restâmes assis là un moment,
deux vieux. En manteau, trop chaud pour la saison, à regarder les voitures passer, les vitres légèrement entr'ouvertes. J'ai lu quelque chose sur ta boulangerie une fois, dit-il. Elle était sur la liste de l'État. Quelque chose sur les meilleures tartes des comtés du Sud. C'était une surprise. Tu fais encore de la pâtisserie? Pas beaucoup. Pas pour les autres. Il hocha la tête. Parfois, je pense à réparer mon vieux bateau de pêche. Puis je me souviens de son poids et du silence du lac sans compagnie. Je l'ai regardé, vraiment. Regardé, et pour la première fois depuis des mois, je ne me suis pas sentie petite. Je ne me suis pas sentie effacée. Je me suis sentie présente. Au bout d'un moment, il a fouillé dans le sac en papier, en a sorti un petit bocal de gombo mariné et l'a brandi comme une offrande. Toujours. Ton préféré? J'ai ri et cela m'a surprise. Tu t'en souviens? Je me souviens des gens qui ne me coupaient pas la parole. Nous nous sommes séparés sans promesse, sans projet, juste un signe de la main. Mais je suis rentrée chez moi avec quelque chose de plus léger. Dans la poitrine. Ce soir-là, je me tenais dans le couloir, la main posée sur la porte de la chambre d'amis. C'était celle de Marie. Quand elle était petite, puis d'Evans. Parfois, maintenant presque vide, un fourre-tout. Pour les cartons et les couettes pliées. Mais j'ai ouvert le placard et j'ai quand même sorti la petite valise. Celle que j'utilisais pour les petits voyages. Je l'ai dépoussiérée, posée sur le lit et l'ai laissée ouverte. Peut-être que j'irai voir quelqu'un. Peut-être que je n'irai nulle part. Mais j'avais fait mes valises. Plus tard, assise près de la fenêtre, j'ai relu la lettre de Nia. Puis j'en ai écrit une moi-même. Juste une carte. Chère Nia, tu ne connais pas mon nom. Cela faisait partie du plan. Mais je veux que tu saches quelque chose. Tu m'as rappelé que les histoires peuvent recommencer, même tard dans le livre. Tu n'es pas seul et moi non plus. Avec une foi tranquille, quelqu'un qui te voit, je ne l'ai pas signé. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain, je l'ai posté sans adresse de retour. Juste une petite enveloppe contenant tout ce qu'il me restait à dire. Et pourtant, d'une certaine manière, pas tout. La dernière fois que Peter a appelé, je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais en colère. Je ne l'étais plus. Plus. La colère s'était dissipée depuis des semaines. Lentement, régulièrement, comme un feu qui sait mieux que quiconque se retenir de faire rage. Ce qui restait était plus silencieux, plus fort, comme une pierre après une flamme. Au lieu de cela, j'écoutais le message vocal en début de soirée. Assis à ma table de cuisine avec une tasse de thé léger et les dernières lueurs printanières qui glissaient sur le sol. Maman, commença sa voix, plus fatiguée qu'avant. Je suppose que tu as fait ton choix. Je ne continuerai pas à t'embêter. J'espère juste qu'un jour tu me parleras à nouveau. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais cessé d'apprécier tout ce que tu as fait. Je ne savais tout simplement pas comment le dire correctement. C'était tout. Pas d'excuses, pas de percée, juste un homme essayant de fermer la porte qu'il avait claquée. Je suis restée assise avec, non pas avec douleur, mais avec lucidité. Je lui avais déjà pardonné, non pas pour lui, mais pour moi, car m'accrocher à ce poids, c'était comme porter des bagages dans un aéroport où personne ne m'attendait. Certaines personnes ne comprennent jamais la douleur qu'elles causent, et d'autres la comprennent trop tard. Mais quoi qu'il en soit, c'est à vous de décider quand le poser. J'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air. Ça sentait le chèvrefeuille, comme quelque chose de nouveau. Ce week-end-là, Marie est passée avec un dossier sous le bras. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Elle me l'a tendu en souriant. Des photos de la cérémonie de remise des bourses. Nia me les a envoyées. Je l'ai ouvert lentement, pas prête à ce que j'ai découvert. Une fille en robe simple se tenait devant un sur le podium.
Souriant mais sérieux, un papier à la main. Ses yeux brillaient, son dos était droit. On voyait bien qu'elle avait mérité chaque minute de ce moment. Elle t'a mentionné dans son discours, dit Marie. Elle t'a appelé son architecte invisible. J'ai ri doucement, surprise. J'aime que tu aies construit quelque chose, grand-mère. Tu devrais le voir. Il y avait d'autres photos. Nia serrant la main du doyen. Nia avec sa mère. Les deux femmes se serrant l'une contre l'autre comme si le monde allait basculer. Nia avec un petit groupe d'étudiants. Certains tenaient des cahiers. D'autres la regardaient simplement comme s'ils voyaient quelque chose de possible sur son visage. Puis elle a glissé au dos une photo de la carte que je lui avais envoyée. Elle l'avait encadrée. Tu n'es pas seule et moi non plus. J'ai tracé la photo du bout du doigt. Marie m'a pris la main. Je suis fière de toi, dit-elle doucement. Je suis fière de moi aussi, dis-je. Et ce n'était pas difficile de le penser. Nous avons passé l'après-midi à trier d'autres photos, à partager de vieilles histoires. Elle m'a parlé de son travail, de la promotion qu'elle espérait, de l'ami avec qui elle envisageait d'emménager, de la thérapie qu'elle avait commencée. Et je l'écoutais. Non pas comme son aide, ni comme un secours. Juste comme quelqu'un qui avait gagné le droit de rester assis tranquillement et d'être entendu. Quand elle est partie, elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit « Tu m'as beaucoup appris, grand-mère. Plus que tu ne le penses. » Je suis restée sur le seuil longtemps après son départ, observant la route jusqu'à ce qu'elle redevienne silencieuse. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. J'ai écrit dans un journal, juste quelques lignes. Je ne suis pas une pensée après coup. Je ne suis pas ce qu'ils ont jeté. Je suis la racine. Je suis la main qui m'a tenu même quand personne ne m'a tendu la main. Et maintenant, enfin, je suis à moi. J'ai bien dormi. Pas de rêve, pas d'interruption. Juste la paix. Et si vous êtes encore là, à lire ceci, peut-être l'avez-vous ressenti aussi. Cette douleur lente d'être mis de côté. Le poids d'être nécessaire, mais jamais vraiment vu. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu as le droit d'arrêter de te rétrécir. Tu as le droit d'occuper de l'espace. Tu as le droit d'écrire ta propre fin, même maintenant, surtout maintenant. Et si cette histoire t'a touché, si tu t'es reconnu dans ces pages, alors c'est peut-être à ton tour de recommencer. De croire à nouveau, d'être fort ou silencieux, mais jamais invisible. Laisse un commentaire si tu as déjà dû te réapproprier ton être. Suis-moi pour découvrir d'autres histoires qui disent les vérités qu'on nous dit de taire. Tu n'es plus seul. Plus maintenant.